Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Pédagogie dans lequel on va voir quelle est la place du professeur et de l'élève dans une classe autonome parce que c'est des questions qu'on me pose souvent quand on parle de la classe autonome, mais du coup, où est le professeur? Quelle est réellement sa place? Alors, petit rappel quand même du fonctionnement de la classe autonome. Vous avez les vidéos précédentes qui expliquent la classe autonome. Il y a des vidéos qui montrent la classe autonome en action. Petit rappel donc, dans une classe autonome, le temps de cours est séparé en 4 temps, 3 ou 4 temps différents. Donc le premier temps du cours, pour moi en tout cas, c'est le temps de vérification. Il peut aussi se faire à la fin. Mais moi, je le fais au début, c'est-à-dire qu'il y a la petite interrogation de vérification sur ce qu'on a fait la fois d'avant. Le deuxième temps, chez moi, c'est le temps de rituel ludique. C'est ce qui fait donc que j'ai 4 temps, puisque je rajoute ce temps de rituel ludique avec l'énigme du jour, tous les jours. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire dans une classe autonome, c'est un choix personnel, mais ça peut se faire dans différentes matières. Il existe différentes choses. Le troisième temps, bien sûr, c'est le temps du cours classique. Donc moi, au CFA Simone Veil, on a 1h40 de cours. Donc le temps du cours classique, il est de 20 minutes, 30 minutes, grand maximum. 20 minutes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le quatrième temps, eh bien, c'est le temps d'atelier, c'est-à-dire que les élèves, à ce moment-là, deviennent autonomes et font les ateliers à leur rythme, autant de fois qu'ils le veulent, dans l'ordre qu'ils veulent. Et c'est là que justement on a la question de la posture du professeur. Donc, quelle est la place quelle place on laisse au professeur dans cette classe un petit peu nouvelle, un petit peu particulière? Alors, première chose que je voulais préciser, c'est que l'éducation n'est pas une science exacte, pour reprendre le magnifique titre du livre de Madame Perchet, qui est extrêmement intéressant, que moi j'ai dévoré, j'ai adoré, qui montre qu'il n'y a pas une seule façon d'enseigner, il en existe des centaines. Que ce que je vous dis là, c'est pas un sésame, c'est pas une parole d'évangile, c'est ce que moi j'ai testé dans mon établissement depuis 2 ans. Mais ça peut varier. Et du coup, ce qui est important, c'est que votre posture, elle évolue et elle n'est pas tout le temps la même. Parce qu'on ne peut pas axer une classe sur une seule pédagogie. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas recommandable. Il faut justement varier les types de pédagogie et varier du coup sa posture tout au long d'un cours, mais aussi tout au long d'une année. Parce que je précise que je ne fais pas de la classe autonome tout le temps, toute l'année. Je le fais sur les cours d'histoire et sur les cours de géographie. Mais sur les cours d'éducation morale et civique, par exemple, je ne fonctionne pas sous forme de classe autonome, je fonctionne vraiment autrement, avec des débats, avec des jeux de rôle, etc. Donc voilà, cette classe autonome, elle n'est pas là tout le temps. Donc, la seule posture qui ne va jamais, jamais, jamais changer, c'est celle qui fait que vous êtes le maître. C'est-à-dire que peu importe la classe autonome, et peu importe les 4 moments de la classe autonome, vous êtes maître du temps. Et ça, c'est très important. De garder la maîtrise du temps, c'est vous qui dites à quel moment on fait telle chose, à quel moment on est dans la vérification, dans le ludique, dans le cours, dans les ateliers. Donc il faut absolument rester maître de ce temps, en se mettant justement des deadlines. Le fait que moi, je fasse le cours en seulement 20 minutes et que je me force à le faire et que même parfois je dis aux élèves chronométré, on fait 20 minutes, pas plus, ça permet de pouvoir faire réellement tout ce qu'on veut par la suite. Donc il faut vraiment être maître du temps. Deuxième posture qui ne change jamais, vous êtes maître du programme. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez conçu, c'est vous qui l'avez créé, qui avez décidé de le faire dans tel ou tel ordre, d'axer sur telle ou telle chose dans le référentiel. Et là, tout le monde est différent. Donc, ce programme, vous en êtes maître. C'est vous qui décidez que ce jour-là, vous faites ceci, que vous avez 3 séances pour faire tel cours ou 5 séances pour faire tel cours. Voilà, vous êtes maître de ce programme et c'est hyper important dans une classe autonome. Tout ça pour vous dire que la classe autonome comme ça a l'air d'être quelque chose où c'est de la liberté, où c'est de l'amusement, où c'est du plaisir. Oui, mais pas uniquement. Il y a aussi des responsabilités, il y a aussi des critères, il y a aussi un cahier des charges comme ça qui est important et il y a une discipline.
Hein. La liberté ne va pas sans une certaine discipline et certaines règles. Et bien sûr, vous êtes maître de la classe. Ça, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas faire une classe autonome dans une classe dans laquelle vous ne vous sentez pas maître de votre classe, dans une classe dans laquelle il n'y a pas la discipline, dans une classe dans laquelle il n'y a pas de respect. C'est profondément difficile. Donc, se lancer dans la classe autonome au tout début, par exemple, quand on est jeune professeur, qu'on arrive dans un établissement, c'est peut-être pas l'idéal. On lance une classe autonome quand on se sent réellement maître de sa classe. Parce qu'il y a des défis à relever dans une classe autonome. Alors, je vous explique donc les différentes postures maintenant qui vont changer. Ces trois-là ne changent pas, mais ensuite vous changez de posture en fonction déjà des cours de l'année et en fonction des différents temps de la classe autonome. Dans le temps de vérification, eh bien, la posture du professeur, elle est dans la dynamique. Vous devez impulser la dynamique au départ du cours avec la vérification, peu importe le support que vous utilisez comme vérification. Deuxième posture très importante, vous devez être juste. C'est-à-dire que l'évaluation doit se faire de façon très juste. Ça a l'air facile comme ça à dire, mais moi, ça m'est arrivé de faire des caouts pour une classe et l'année d'après de refaire ce même caout et de me dire « Ah oui, mais cette année, on n'a pas fait ce truc-là, donc la question, elle n'était pas bonne. » Donc d'un seul coup, dans le caout, il y avait une question où tous les élèves sont tombés des nues parce qu'on n'avait pas vu ça. Donc voilà, l'évaluation juste... c'est ça, c'est être vraiment au plus juste et au plus près de ce qu'on a fait en cours la fois d'avant, quitte à refaire ces évaluations à chaque fois. Et puis, pour moi, la posture du temps de vérification, elle est dans le fait de créer des rituels et de créer des réflexes. Et ça, c'est quelque chose dont je suis profondément convaincue dans l'éducation, c'est qu'il faut absolument créer des rituels, l'importance des rituels. Ça permet de cadrer le cours, ça permet de mettre l'élève en confiance, il sait où il va, il sait ce qui se passe, il sait comment se déroule chaque cours, à chaque fois il n'y a pas de surprise et ça enlève un stress à l'élève qui est quand même important. Donc on crée des rituels, moi ils savent que à tous les cours, la première chose qu'on fait, on sort le téléphone, on fait un caout, ils le savent, ils savent comment le faire, ils sont pas perdus, ils savent que c'est ça, ils savent que c'est comme ça qu'ils doivent réviser. Voilà, donc moi je le fais sur Kahoot, ça peut se faire sur plein de supports. Quand j'ai commencé à enseigner, il n'y avait pas de Kahoot, je faisais sur une petite feuille 5 minutes, 5 questions, 5 points. Et ils le savaient, ils connaissaient, ils savaient que c'était ça. À chaque cours, on arrivait, je disais 5 minutes, 5 questions, 5 points. Voilà, c'était un rituel. Donc vous pouvez le faire sous toutes les formes que vous voulez, mais pensez à ça. Deuxième chose, dans le temps du rituel ludique, le professeur a aussi une posture à avoir. Donc, il est toujours maître du temps. Ça, c'est hyper important. On passe pas 20 minutes sur le rituel ludique. Donc, on est maître du temps et on est maître de son sujet. Donc, pour que vous compreniez bien, moi, mon rituel ludique, c'est l'énigme du jour. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 20 mars. Eh bien... je vais aller chercher souvent c'est sur Wikipédia, qu'est-ce qui s'est passé le 20 mars de telle année, et je mets la date, donc je sais pas moi, 20 mars 1170, je dis n'importe quoi. Les élèves ont le droit de poser des questions et je réponds uniquement par oui ou par non, c'est-à-dire qu'ils me demandent est-ce que c'est une guerre, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est une naissance, etc. etc. Je suis maître du temps parce que c'est moi qui gère du coup le temps, même si c'est les élèves qui vont poser les questions. Je gère le sujet, ça c'est hyper important. Dans les 20 mars, il y a des dizaines, voire des centaines d'événements, donc je gère quand même mon sujet. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi l'énigme du jour, j'ai choisi quel thème était intéressant, pourquoi je voulais parler de ça, parce que soit c'est un thème que j'aime, ou que je trouve intéressant pour eux. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, vous gérez bien sûr le dynamisme, c'est à vous de mettre le dynamisme, montrer que vous êtes content de faire l'énigme du jour, eux ils en seront d'autant plus contents, et ça crée donc ce rituel ludique. Et puis vous êtes maître... c'est vous qui gérez les indices et l'aide, et c'est en ça que vous êtes maître du temps, c'est-à-dire que même si ce sont les élèves qui posent des questions, c'est vous qui créez des indices ou une aide quand vous voyez qu'ils sont en train d'un petit peu de ramer, on va dire. Voilà, ça c'est la posture du professeur. Ici, c'est lui qui guide, hein, vraiment, qui est le chef. Là, le troisième temps, donc ça dure, je sais pas, 20 minutes peut-être. Oui, c'est ça, 20 minutes. Le temps de cours classique, important, donc le troisième temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce petit rituel ludique, qu'on s'est mis de bonne humeur, on y va, on passe au cours et aux 20 minutes. Donc là, souvent, je demande aux élèves de chronométrer 20 minutes. Enfin, je faisais ça quand on avait une année classique. Là, cette année, avec le fait qu'on soit la moitié en distanciel, la moitié en présentiel, c'est un peu différent. Mais sur une année classique, on va dire, voilà, je demande aux élèves
de chronométrer. Le temps de cours classique, eh bien, votre posture, elle est plutôt facile parce que c'est celle que vous avez l'habitude d'avoir, c'est celle qu'on a eu l'habitude de voir sur nos professeurs, nous, à l'époque. Donc, vous êtes le maître de votre cours, vous êtes devant votre classe souvent. Donc, dans ce cours classique, vous y mettez l'essentiel du cours, vous mettez la trame que vous voulez laisser à l'élève. C'est pas que du magistral, attention, ce cours classique. Hein. Vous pouvez y mettre des choses justement que vous voulez faire ensemble avec vos élèves, c'est-à-dire des extraits de vidéos sur lesquels vous voulez qu'ils répondent, des questions, vous allez questionner, donc vous avez besoin que toute la classe réponde en même temps, des sondages. Moi, par exemple, quand je fais certains sondages en géographie, bah oui, je le mets dans cette partie de cours classique, parce qu'une fois qu'on passe en atelier autonome, la classe, elle se dispatche. Donc le sondage, ça peut être intéressant. L'exercice du question team aussi, ça se met dans le cours classique. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai une vidéo qui explique ce que c'est. Vous pouvez mettre des documents, vous pouvez décider que, tiens, ce document-là, j'ai pas envie de le mettre dans l'atelier, je trouve qu'il est un peu difficile, donc je vais le faire avec eux dans la partie cours classique. Des jeux de rôle, pareil, hein, des jeux de rôle, moi, je le fais avec toute la classe, c'est plus marrant, donc je le mets dans la partie cours classique. Donc c'est pas du pur classique, pur magistral. Vous pouvez y mettre aussi ce que vous aimez raconter, on va pas se mentir, on est prof, il y a des choses qu'on aime raconter, il y a des choses qu'on aime faire, mimer, jouer. Moi j'aime beaucoup dans mon chapitre sur la Révolution française raconter certains épisodes, donc ça bien sûr que je le mets dans mon cours classique parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me donne le sourire le matin quand je me lève et que je me dis « Ah, aujourd'hui je vais faire le cours sur Napoléon, ça va être sympa, etc. » Vous êtes bien sûr toujours maître du temps, ça on l'a dit, c'est immuable. Vous avez aussi une posture de questionnement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste dans quelque chose qui est descendant, il y a aussi cette posture de je pose des questions, ils me répondent, ou ils ont eux d'autres questions. On est quand même bien sûr dans une explication descendante dans cette partie cours classique, où vous voulez donner voilà, une trame et un cours solide. Et c'est en ça que je disais l'éducation n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que la classe autonome, elle n'a pas vocation à être toute autonome. C'est intéressant aussi de garder des choses qui sont bonnes dans le cours classique. Et puis il y a des interactions, c'est ça qui est intéressant, des interactions, les élèves vont avoir des remarques, donc vous allez rebondir dessus, et puis il y a une émulation hein, dans cette partie-là qui est importante, où ils sont tous ensemble, il y a ceux qui aiment participer qui vont lever la main, il y a voilà, appeler les élèves à participer, donc vous êtes dans cette posture-là qui ressemble à ce qu'on entend souvent le mot de professeur soleil, mais vous n'y êtes que pendant 20 minutes, c'est-à-dire voilà, vous êtes devant et vous racontez votre cours. Donc, les questions souvent qu'on me pose, c'est ce 4e temps. Le temps des ateliers. Où est le professeur? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Quelle posture il doit avoir? Alors, dans le temps des ateliers, les élèves se lèvent, ont leur fiche d'atelier, vont chercher leur matériel, vont s'auto-corriger. Ils sont autonomes. Donc, le professeur doit se mettre en retrait. C'est pas évident. Ça demande d'avoir fait un deuil d'une certaine façon d'enseigner, mais il faut absolument se mettre en retrait. Et parfois, on a des petites pulsions comme ça où on a envie d'y retourner. Non, il faut absolument se mettre en retrait. Il faut laisser les élèves être autonomes. Et donc, au départ, quand vous lancez la classe autonome la première fois, la première année, il faut leur apprendre l'autonomie. Ça veut dire qu'au départ, vous devez vraiment bien leur expliquer comment faire, où se trouvent les ateliers, comment les ranger, quel système vous avez fait pour les classer, enfin voilà, là c'est personnel, comment ça fonctionne, comment vous allez vérifier, enfin tout ce que vous avez mis en place, il faut bien leur apprendre. Et il ne faut pas lâcher ça parce que ça demande vraiment de la patience, ça demande de l'énergie et il faut le refaire. Et souvent c'est difficile parce que vous arrivez en fin d'année scolaire où la classe autonome elle fonctionne super bien. Ça y est, ils sont habitués, donc tout va bien. Et vous arrivez au mois de septembre, il y a les premières années qui arrivent. Il faut leur apprendre la classe autonome. Et donc, il faut réimpulser cette énergie pour leur apprendre l'autonomie. Mais une fois que c'est fait, vous êtes simplement un facilitateur, un guide. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en retrait et vous allez aider, faciliter le travail d'élèves sur lesquels vous voyez qu'il y a des difficultés. Un élève qui aurait un peu plus besoin, vous allez lui réexpliquer la consigne, etc. Mais pas plus. Surtout ne pas faire le travail à sa place. Et le rôle important dans une classe autonome du professeur, c'est l'observation.
Parce que dans l'observation, vous allez pouvoir détecter énormément de choses, des élèves qui ont des problèmes de dyslexie, des élèves qui ont des problèmes de concentration, des élèves au contraire qui apprennent très bien, qui se dérouillent très bien, etc. Donc l'observation est très importante. Et attention, dans ce moment de liberté, dans ce moment de plaisir, dans ce moment d'autonomie, il y a quand même un cadre, une discipline et de la responsabilité. C'est important. Donc vous gardez quand même le rôle d'un professeur qui met la discipline et qui cadre pour pas que ça parte dans tous les sens, l'autonomie. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un cours de classe autonome avec des élèves, des grands pourtant, hein, des BP, et je sais pas pourquoi, ils ont... C'est comme si la classe autonome, ça y est, c'était devenu un truc... genre, je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de faire, je fais pas. Bah non, en fait. Il faut reposer ce cadre, reposer cette discipline et dire non, non, mais les exercices de la classe autonome, ça fait partie du cours, tu dois les faire, vous devez vous concentrer, vous devez voilà, ne pas laisser ça s'installer. Ça, c'est un conseil, puisque je l'ai vu, je l'ai vécu. Les responsabilités, c'est important aussi, donc leur dire qu'il faut faire attention aux classeurs, s'il est mal... les classeurs correction, s'ils sont mal faits, mal rangés, voilà, vous pouvez les faire re-ranger ça. Moi, ils sont responsables chacun des chaises, de la propreté, du matériel. Donc chaque jour, il y en a un qui change et ils sont responsables de ça. Ils savent qu'ils doivent faire attention au matériel. S'ils le cassent, ils le refont. Ils doivent compter le matériel sur chaque enveloppe. C'est écrit. Les drapeaux dans cette enveloppe-là, il y en a 15. Quand tu les re-ranges, tu vérifies qu'il y en a 15. Voilà, hein, c'est ce côté un petit peu liberté, autonomie. Il est à contrebalancer par ce cadre. Et puis, le rôle vraiment du professeur, il est dans la vérification. C'est-à-dire que vraiment, moi, dans ma classe autonome, je vérifie, j'ai mes tampons. Les élèves arrivent, me disent, voilà, j'ai fait l'atelier B, j'ai réussi, ou ça, j'ai un petit peu raté, et je mets le tampon, excellent, très bien, peut mieux faire. Non, encore un petit effort, et peut mieux faire. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, si vous avez testé la classe autonome et que c'est différent dans votre classe, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Mais alors moi, dans mes classes, la vérification, si j'oublie, je me fais lapider. C'est-à-dire que c'est juste des tampons, ça n'a aucune valeur de note, mais si je ne mets pas le tampon comme quoi ils ont bien fait, que c'est excellent, qu'ils l'ont bien fait, ça va pas. Donc ça me demande beaucoup d'énergie parce qu'ils lèvent la main, ils sont partout, ils me demandent de vérifier en même temps, de tamponner, etc. Donc pour eux, c'est hyper important qu'ils aient une trace du travail qu'ils ont fait dans la classe autonome. Donc vous avez bien compris, la posture du professeur, elle change en fonction des moments de la classe autonome et le gros du travail, il est fait en amont en fait. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, dans la classe invisible, votre travail, dans la classe autonome, votre travail, pardon, il est presque invisible. Votre travail, il est en amont en fait. C'est-à-dire qu'il est dans la création du contenu, et classique et autonome. Il est dans la création des consignes. Et c'est hyper important parce que si vous voulez que votre classe autonome, elle fonctionne, il faut que vos consignes soient hyper claires. Donc ça, c'est hyper important. Dans la création du classeur correction, c'est pareil, il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit bien rangé pour que les élèves soient autonomes. Il faut ne laisser aucune place à l'improvisation ou il faut que tout soit parfait. Et aussi, il faut absolument que votre organisation, elle soit au top. Et ça, moi, quand j'ai commencé, je pensais l'être et en fait, je ne l'étais pas. Et c'est en le faisant que je me suis rendu compte que je pouvais améliorer l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des feuilles partout sur les tables, il y a des ateliers A, B, C, D, E, il y a des couleurs et au fur et à mesure de l'année, il y a 8 chapitres qui vont être comme ça. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des choses. J'ai fait des pochettes, par exemple, pour chaque chapitre. Parce que dans un chapitre, ils vont avoir leur cours classique, ils vont avoir la liste des ateliers qui est tamponnée, mais ils vont avoir une feuille pour chaque atelier. Ils vont avoir la feuille qu'est-ce que je dois faire pour le contrôle et le contrôle. Donc ils se perdaient complètement dans toutes les feuilles, ils ne savaient plus qui allait quoi dans quel chapitre. Donc ça, je suis en train de le refaire par exemple, de mettre des couleurs sur chaque feuille, de mettre A, B, C, D, E, F pour qu'ils soient sûrs chaque feuille de quel atelier on parle, dans quel chapitre. Donc ça, c'est hyper important. Donc mettre des lettres ou des numéros ou des sigles, ce que vous voulez pour voilà, mettre des couleurs, bien indiquer ce qu'ils peuvent faire à la maison, ce qu'ils peuvent faire en présentiel, surtout en ce moment avec les classes hybrides. Moi, par exemple, j'ai dessiné des maisons sur les pochettes où c'est des ateliers qu'ils peuvent faire, où ce sont des ateliers qu'ils peuvent faire à la maison. Et voilà, dans le rangement, qu'ils comprennent bien comment ranger, où ça se range, à quel endroit. Enfin, après, ça dépend de chaque établissement. Mais voilà, votre posture, elle est là aussi. Elle est dans la création. Il faut que ce soit
nickel, quoi. Et ça sera pas nickel la première fois, vous allez le faire et vous allez l'ajuster, hein, bien sûr. Tout l'intérêt de la tester, cette classe. Donc voilà ce que ça donne. J'adore, je me lasse pas de cette vidéo. Ils ont, normalement, dans la classe autonome, ils n'ont plus besoin de vous. Mais vous êtes là, vous êtes dans le matériel que vous avez créé. Vous êtes partout. Donc voilà, hein, on voit des groupes d'élèves qui travaillent ou pas. Ils ont aussi la liberté de, certains moments, de se poser. Voilà, des élèves qui travaillent ensemble, mais en même temps, là, elles ont chacune leur téléphone, elles regardent. Voilà, ici, là, on attend le tampon, là, c'est important. On attend que je vienne tamponner. Et puis ici, voilà, l'élève qui travaille sur ordinateur. Donc, une fois que vous avez vu cette vidéo, souvent, il y a des questions qui reviennent. La posture du professeur dans une classe autonome, elle est beaucoup liée à la confiance. C'est-à-dire que vous devez absolument avoir confiance dans cette méthode. Vous ne devez pas arriver et vous dire « Attends, je vais tester un truc, je ne sais pas trop, je ne suis pas à l'aise ». Vous devez être convaincu par cette méthode que ça va fonctionner, que ça va les aider, que ça va leur permettre d'être plus actifs dans leur apprentissage. Ensuite, vous devez avoir confiance dans le matériel. Ça, c'est difficile. Parce qu'à partir du moment où on se dit « Je ne l'ai pas dit en cours, je ne l'ai pas fait avec eux », on a l'impression qu'on ne l'a pas fait, qu'ils n'ont pas, vous n'avez pas respecté genre le cahier des charges, le référentiel. Sauf que si tout est dans le matériel et vous l'avez créé, ce matériel, donc ayez confiance dans le matériel que vous avez créé. C'est hyper important. Ensuite, il faut avoir confiance en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas maître de votre classe, ça se rejoint un petit peu, il faut avoir confiance en vous, confiance dans ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, ça va fonctionner. Et surtout, il faut avoir confiance dans vos élèves. Là, dans la vidéo que vous venez voir, l'élève, il est sur mon ordinateur. Il est sur mon ordinateur. Ça m'arrive très souvent de prêter mon téléphone quand il n'y a pas un élève qui n'a pas son téléphone pour faire du caout. J'ai totalement confiance en mes élèves. Et pourtant, je sais ce que vous allez me dire, hein, pourtant, je travaille dans des milieux difficiles, dans un CFA, avec des élèves qui n'ont pas été habitués à ce qu'on leur fasse confiance à l'école, dans un quartier difficile, et je vous jure, ça se passe très bien. Je n'ai jamais eu aucun problème. Même au niveau du matériel, ils le respectent. Voilà. Donc, il faut aussi avoir confiance en vos élèves et les laisser faire. Les laisser faire seuls. C'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Voilà. Donc, la posture du professeur et de l'élève dans une classe autonome. Testez-le. Faites-moi des remarques, dites-moi ce qui vous avez testé, ça a fonctionné, pas fonctionné, parce que ce qui marche dans une école ou dans une classe ne marchera pas forcément dans une autre école ou dans une autre classe. Vous avez peut-être aussi d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé. C'est cette coopération entre professeurs qui est vraiment passionnante. La formation professeur autonome, normalement, devrait se faire bientôt au CFA de Rouen. Vous pourrez venir voir la classe autonome en vrai et vous former à cette technique réellement. Mais déjà, avec ces vidéos, vous avez beaucoup de cartes dans votre jeu. Voilà. Je vous dis bonne journée. Ciao.